Vikir observa l'esclave barbare dans la cage, son corps couvert de blessures. Il était évident qu'il avait été tourmenté avant d'être amené ici. D'un air irrité, Vikir sortit un flacon de sa ceinture. La jeune esclave avait de la chance qu'il l'ait eu sur lui. C'était une potion qu'il avait obtenue de l'ordre des pitbulls. Et dans un acte de compassion rare, Vikir versa la potion dans la bouche entrouverte de la fille barbare. Les effets du breuvage se firent immédiatement ressentir, et les marques de blessures sur son corps meurtri commençaient à guérir à vue d'œil. Soudain les yeux de la jeune fille s'ouvrirent, et d'un sursaut, elle recula en voyant Vikir devant elle. Ce dernier était perplexe. Pourquoi était-elle si surprise? Mais il n'eut aucune réponse. La jeune fille le dévisageait sans un mot. Vikir se leva et déverrouilla la porte de la cage. Parlant la langue des barbares, il commanda à la jeune fille de partir. Elle semblait comprendre les mots de Vikir, mais le regardait toujours avec autant de confusion. Avant sa régression, et pendant de longues années, Vikir avait affronté les guerriers des tribus barbares, se familiarisant peu à peu avec leur langage. Pointant vers la sortie, Vikir s'exprima à nouveau en langue barbare, lui demandant cette fois-ci de s'enfuir. En réponse, la fille s'exclama dans sa langue maternelle. Mais Vikir ne comprit pas un mot. Il n'en était pas encore là, en langue barbare. Juste avant de partir, la fille se retourna et prononça quelques mots dans sa langue maternelle. Même s'il ne comprenait toujours pas, Vikir savait qu'elle le remerciait probablement. Vikir retira ensuite un autre drap, révélant la raison pour laquelle il était venu dans la zone de stockage. Tenant le drap dans sa main, il regarda son butin, le cadavre du Martiel. Il s'approcha du cadavre et l'examina de près, soulagé de constater qu'il était encore intact. Soudain, la main de Vikir commença à émettre une aura rouge, et Belzébob émergea de celle-ci. Vikir regarda Belzébob avec un sourire sur le visage. L'ordre des pitbulls devait arriver sous peu, et Vikir autorisa Belzébob à commencer son festin, l'incitant à le finir rapidement. Le lendemain, la nouvelle de l'extermination de l'organisation criminelle se répandit comme une traînée de poudre. Des rumeurs circulaient selon lesquelles des nobles impliqués dans la vente d'esclaves étaient désormais détenus dans la prison de la ville. L'hôtel luxueux de la ville, qui servait de repère à ces derniers, avait été mis en flammes et avait complètement disparu. Les têtes tranchées des VIP de l'hôtel étaient exposées dans la place publique, créant une plus grande prise de conscience des activités criminelles. Les 7 clans natifs de Baskerville, qui avaient perdu leurs descendants, envoyèrent des protestations écrites au bureau administratif. Mais la réponse de Vikir était ferme. La vente d'esclaves est un acte tabou dans l'Empire, et la peine de mort sera l'unique réponse à ceux impliqués dans ce tabou. Tous les documents contenant des informations sur les transactions des criminels exécutés ont été confisqués, et le clan Baskerville mènera son enquête en vue de communiquer ses conclusions à la famille impériale. Cela mit fin aux protestations des 7 familles. Mieux encore, les patriarches de chacune des 7 familles vinrent personnellement au bureau administratif, marquant une situation sans précédent, où ils s'étaient prosternés devant l'ennemi qui avait tué leur fils, le suppliant de les épargner. Encore une fois, la réponse de Vikir fut simple, mais cruelle. Les documents confisqués avaient déjà été examinés, conformément à la loi de Baskerville. Les possessions de cette famille seraient confisquées, et pour trahison, 3 générations de ces familles seraient exécutées. Avec l'arrivée du nouveau consul adjoint, le sol du terrain d'exécution était baigné de sang des vermines qui avaient corrompu la ville. L'effondrement de la vente aux enchères entraîna une augmentation des revenus de la ville. Le bien-être de la ville d'Underdog était à présent restauré, et la popularité de Vikir ne faisait qu'augmenter. Dans le bureau du consul adjoint, Chihuahua s'approcha de Vikir, lui apportant une tasse de café. Sans lever les yeux, Vikir répondit d'un ton sérieux. Le secrétaire général avait des tâches plus importantes à effectuer. Nul besoin de lui apporter du café. Cependant, Chihuahua insista. C'était sa façon de remercier Vikir, de l'avoir sauvé de l'enchérisseur, qui le tenait en otage. Vikir sourit, mais quel rapia, lui offrir du café en échange de lui avoir sauvé la vie. Chihuahua changea ensuite de sujet et demanda à Vikir s'il progressait en transcription. Vikir lui tendit une feuille de papier et demanda à Chihuahua d'y jeter un coup d'œil. Chihuahua fut surpris de la qualité d'écriture de Vikir, malgré sa récente initiation. Vikir déclara humblement qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Chihuahua était impressionné avec le peu de mots qu'il avait appris. Vikir avait assimilé l'essence de la loi de Baskerville, pour ensuite créer de nouvelles lois. Il croyait fermement que si le consul adjoint restait dans la ville, cette dernière pourrait se développer d'une manière incroyable. Au milieu de la nuit, le ciel laissa échapper quelques rayons de lune, qui tombaient dans une cellule de prison. Vikir se tenait dans la cellule, faisant face à une prisonnière qu'il avait précédemment sauvée lors des enchères d'esclaves.
Ce n'était autre que Cindy, l'assistante du baron Gambino. Cindy avait des menottes aux mains et un bandeau couvrait ses yeux. Vikir s'excusa de l'avoir laissé attendre. Il avait été très occupé récemment. D'un air interrogateur, il lui demanda si son nom était bien Cindy Senrose. Cette dernière ne répondit pas à sa question et demanda plutôt pourquoi il l'avait laissé vivre. Vikir retira le bandeau, couvrant ses yeux. Il l'avait sauvé, car il avait des questions à lui poser. Cindy le regarda avec dédain. Des questions. Est-ce vraiment la raison pour laquelle il l'avait gardé en vie? Vikir ignora sa question et se retourna. Le baron Gambino, qui n'était qu'un noble ordinaire, avait pu agrandir sa richesse très rapidement. C'était grâce à elle, n'est-ce pas? Elle avait un talent précieux, celui de faire de l'argent. Si elle avait pu développer son talent dans un environnement convenable, elle aurait acquis richesse et renommée au-delà de toute attente. Vikir plaça ensuite une chaise devant Cindy et lui fit face. Si elle répondait à ses questions, il la laisserait partir. Mais si elle refusait, elle le regretterait amèrement. Cindy mordit ses lèvres de colère, mais finit par accepter. Vikir regarda Cindy d'un air satisfait. Que pensait-elle de son implémentation de la loi? Cindy répondit avec un sourire moqueur, disant qu'un magistrat réputé avait honoré la ville de sa présence. Vikir n'était pas satisfait de sa réponse. Si elle ne prenait pas ses questions au sérieux, leur petit compromis n'aurait pas lieu d'être. Cindy soupira d'agacement et finit par admettre qu'il s'en sortait bien en tant que consul adjoint. Vikir regarda Cindy avec un regard froid et calculateur. Soudain son expression changea et un sourire se répandit sur son visage. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers Cindy, saisissant son menton et rapprochant son visage du sien. D'une voix profonde, il lui demanda pourquoi elle pensait ainsi. Le visage de Cindy était couvert de frayeur, alors qu'elle regardait les yeux rouges de Vikir. Vikir relâcha son menton et se dirigea vers la chaise à proximité. Il se tourna ensuite vers Cindy et lui conseilla de dire ce qu'elle pensait vraiment. Cindy serra les dents de colère et commença à expliquer son point de vue. Elle rappela à Vikir qu'en tant que consul, le concept de vertu avait toujours été considéré comme l'un des facteurs les plus importants. Bien que la loi de Vikir puisse s'occuper de criminels détestés, elles entraîneraient forcément la mort et la souffrance de nombreux citoyens. À long terme, de telles lois ne feraient qu'alimenter la haine des citoyens. Par ailleurs, les Baskerville n'apprécieraient certainement pas le fait qu'il ait acquis plus de pouvoir que le chef du clan à la ville d'Underdog. Vikir conclut de l'explication de Cindy que s'il continuait sur cette voie, il serait haï par le peuple et deviendrait une menace pour les Baskerville. Il regarda Cindy avec un sourire. Dans ce cas, que devait-il faire ensuite? Cindy répondit que Vikir devrait rendre toute son autorité au clan Baskerville, ainsi que le mérite des événements qui s'étaient produits à Underdog, préférablement au chef du clan lui-même. Ensuite, pour éviter d'attirer plus d'attention sur lui, il devait aller soit à la montagne rouge et noire, soit à l'académie, au centre de l'Empire. Ces endroits regorgeaient de talents, lui permettant de se fondre dans la foule. Ainsi, lorsque le moment serait venu, le chef du clan Baskerville serait celui qui souffrirait à sa place. Vikir resta silencieux pendant quelques instants. Soudain, Cindy ressentit une vague d'aura meurtrière l'envelopper, et la voix de Vikir remplit le silence. Cela voulait dire qu'elle demandait au chien de chasse de mordre le cou de son propre maître. Vikir dévisageait Cindy, son aura sombre, plus imposante que jamais. Cependant, Cindy ne montra aucune peur. Avec un regard déterminé, elle répondit que c'était le seul moyen pour lui d'éviter la haine des Baskerville. Rétractant son aura, Vikir sourit légèrement et dit qu'il garderait ses conseils à l'esprit. Les idées de Cindy étaient presque identiques aux siennes. Puis, à la surprise de Cindy, Vikir ouvrit ses menottes et la libéra. La laissait-il vraiment partir? Vikir répondit d'un air calme. Il tenait toujours ses promesses. Soulagée, Cindy sortit de la cellule. Cependant, elle entendit la voix de Vikir derrière elle. Avait-elle déjà entendu parler du clan Messidunaro? Les yeux de Cindy tremblaient à la mention du nom du clan, mais Vikir ignora sa réaction. Les 7 clans fondateurs de la ville d'Underdog étaient autrefois 8 clans. Le clan Messidunaro était un clan marchand prospère et était le 8e de ces clans. Cependant, ce clan fut exterminé à cause d'un événement malheureux. Pendant l'une des célébrations de la ville, le plus jeune fils du clan Messidunaro démontra ses compétences nouvellement acquises à l'épée, et les gens de Baskerville ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Que le jeune enfant avait apprise n'était autre que la technique secrète du clan Baskerville, que seuls les membres de la famille connaissaient. La nouvelle atteignit rapidement le chef du clan Baskerville. Il semblait clair que des informations militaires secrètes avaient été divulguées. Aussitôt, le clan Baskerville lâcha les chiens de l'ombre, causant l'extinction du clan Messidunaro. Cependant, quelqu'un tirait les ficelles en coulisses.
Les jeunes nobles des 7 clans avaient volé les techniques d'épée du clan Baskerville et permis aux jeunes enfants du clan Messidunaro de les apprendre. Cindy regarda Vikir et força un sourire, demandant ce que l'histoire du 8e clan avait à voir avec elle. Vikir ne répondit pas à sa question et révéla qu'il y avait en fait une survivante du massacre du clan Messidunaro. Les 7 jeunes nobles avaient pu extirper une jeune fille du massacre en raison de sa beauté. Elle fut ensuite soumise à toutes sortes de tortures. Les actes commis à son encontre étaient trop vils pour que Vikir puisse en parler. Ne pouvant pas supporter d'en entendre plus, Cindy se tourna pour partir, son expression pleine de colère. Mais Vikir continua, disant que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Des années plus tard, un nouveau consul adjoint fut nommé à la ville et réussit à mettre en lumière les secrets les plus sombres de l'histoire, punissant les 7 jeunes nobles pour leurs crimes odieux. Ils furent torturés et forcés à admettre leurs crimes avant d'être exécutés. Leurs derniers mots exprimaient le remords qu'ils avaient ressenti. Ils étaient navrés d'avoir commis un crime aussi cruel. Cindy se retourna et des larmes coulaient sur son visage, criant à Vikir. À qui s'était-il excusé? Vikir la regarda calmement. Il s'excusait auprès de la jeune fille, qui portait le faux nom de Cindy Senrose, la seule survivante du clan Messidunaro. Avec des larmes coulant à flot, Cindy fixait Vikir. Comment était-elle censée le croire? Ils étaient tous morts à présent. Vikir prit alors une torche et se tourna vers une cellule. Le plus simple pour elle serait de le voir de ses propres yeux. La cellule illuminée par la torche de Vikir était celle où les 7 jeunes nobles étaient détenus avant leur mort. Les yeux de Cindy s'écarquillèrent de surprise en voyant les mots ensanglantés écrits sur le sol. Ils étaient terrifiés au-delà de l'imagination et ils demandaient pardon, suppliant d'être épargnés. Les larmes de Cindy continuèrent de couler alors qu'elle regardait les mots écrits avec leur propre sang. Elle se sentit soudain nauséeuse et commença à vomir. Vikir s'approcha d'elle et sa voix était pleine de haine. Malgré que les 7 jeunes nobles étaient désormais morts, la vengeance du clan Messidunaro n'était pas terminée pour autant. Il restait encore un clan responsable de leur destruction. Qu'elle haïsse les Baskerville de tout son être, elle était en droit de le faire. Cindy s'essuya la bouche et des larmes continuèrent à couler sur son visage. Pourquoi l'aidait-il? Il faisait pourtant partie du clan Baskerville. Vikir la regarda avec un sourire maléfique. Elle posait la mauvaise question. Comprenant le sens de ses mots, Cindy se leva et se tourna vers la sortie. Cette dette qu'elle avait envers lui, elle s'assurera de l'honorer. Qu'importe ce qu'il ferait du reste de sa vie, elle veillerait à ce qu'il n'ait jamais à se soucier de l'argent. Vikir observa sa silhouette s'éloigner et après un moment, déclara qu'il se souviendrait de sa promesse. Le lendemain, Chihuahua se précipita dans la chambre de Vikir. Il voulait l'informer qu'il était temps de se mettre au travail. Cependant, dès qu'il ouvrit la porte, il resta bouche bée en voyant Vikir dormir paisiblement, au milieu de draps tachés de sang et de corps sans vie éparpillés autour de la pièce. Vikir se réveilla et se frotta les yeux, saluant Chihuahua d'un air somnolent. Chihuahua ne put s'empêcher de lui demander d'où venaient tous ces cadavres dans la pièce. À quoi Vikir répondit qu'il n'était pas sûr et qu'il semblait les avoir tués dans son sommeil. Chihuahua était choqué, ne pouvant savoir si c'était la réalité ou une simple plaisanterie. En marchant dans le couloir, Chihuahua, encore secoué par ce qu'il venait de voir, s'adressa à Vikir d'un air inquiet. Quel genre d'enfance avait-il bien pu vivre? Vikir était plutôt ennuyé, il avait trouvé sa plaisanterie plutôt drôle. Cela dit, Vikir ne put s'empêcher de penser au récent incident qu'il avait vécu. Les tentatives d'assassinat ne manquaient pas. Il avait été touché par 2 flèches venimeuses. Ses boissons avaient été empoisonnées à 4 reprises, sans parler des tireurs d'élite, des attaques à l'acide, des incendies et même des charrettes qui lui passaient dessus. Se grattant l'oreille, Vikir se demandait s'il avait trop attiré l'attention sur lui-même. Chihuahua, pour sa part, pensait tout simplement que Vikir était devenu fou. Vikir contempla les compétences qu'il avait assimilées à travers Belzébuth. La compétence de ténacité du Martiel qu'il avait obtenue lors de la vente aux enchères était visiblement très utile. Il s'attendait à un résultat impressionnant de la part d'une compétence de rang A, mais celle-ci s'était avérée encore plus efficace qu'il ne l'avait initialement pensé. Les 3 emplacements de Belzébuth contenaient désormais brûlure du chien de l'enfer, hémorragie du Cerbère et ténacité du Martiel. Avec les effets jumelés de la rivière Styx et la compétence ténacité du Martiel, même un assassin gradué n'avait pas réussi à percer sa peau. Tout cela était bien satisfaisant, mais les tentatives d'assassinat, presque quotidiennes, commençaient à devenir gênantes, et Vikir décida de s'en occuper. Chihuahua sourit, il était temps. Soudain, Vikir et Chihuahua remarquèrent un carrosse devant eux. Ils reconnurent le drapeau sur le carrosse. C'était celui des Baskerville, probablement des envoyés du clan. La porte du carrosse s'ouvrit et le nouveau venu se mit à descendre.
Chihuahua, debout à côté de Vikir, commença à transpirer abondamment en regardant l'envoyé du clan. Il se tint droit, se demandant si c'était bien celui qu'il pensait. Vikir regardait calmement le nouveau venu. Ce n'était autre que le majordome en chef, John Barrymore. Le majordome salua Vikir avec un sourire. Cela faisait un bon moment depuis leur dernière rencontre. Après un bref échange, le majordome félicita Vikir pour tous ses accomplissements. Vikir répondit modestement. Il avait juste eu de la chance. En tant que secrétaire général, Chihuahua observait le majordome en chef avec un sentiment d'admiration. C'était le meilleur majordome en chef, issu de la famille Barrymore, qui servait la redoutable famille Baskerville depuis 4 générations, et où une simple erreur pouvait mener à l'exécution. Il ne pouvait pas croire qu'il était en présence de son modèle. Vikir interrompit les pensées de Chihuahua en demandant au majordome ce qu'il avait amené à la ville d'Underdog. Le majordome répondit que le patriarche avait loué les progrès de Vikir et lui avait ordonné de retourner à la résidence principale du clan. Il semblait même content de le voir revenir. Vikir ne pouvait pas croire que Hugo puisse être content, imaginant son sourire. Dans son bureau, Hugo, le patriarche du clan Baskerville, lisait un article intitulé « La figure la plus aimée des citoyens d'Underdog, Vikir ». L'article détaillait comment Vikir avait remporté de multiples prix, étant le plus fiable parmi les marchands, le plus aimé parmi les agriculteurs, le plus respecté parmi les enfants et le plus ciblé par les assassins. Hugo leva les yeux vers Vikir. D'habitude, les Baskerville étaient connus pour utiliser des armes et non leur cerveau. Cependant, avec les accomplissements de Vikir, il pouvait se débarrasser de cette image. Hugo félicita Vikir et ce dernier s'inclina humblement, posant sa main sur sa poitrine. Il avait juste accompli son devoir. Intérieurement, il se demandait si l'expression sur le visage de Hugo était censée être un sourire heureux. Hugo déclara qu'une récompense s'imposait et annonça que Vikir serait celui qui rejoindrait l'académie cette année. En entendant cela, Vikir était excité à l'idée, bien qu'il s'y attendait un peu. Il savait que l'académie qu'il intégrerait était appelée Colosseo, considérée comme la meilleure académie de l'Empire. L'académie accueillait les enfants de l'aristocratie et des familles royales et exigeait que les étudiants résident dans des dortoirs. C'était l'occasion parfaite pour devenir plus fort, tout en évitant le regard de Hugo. Hugo mentionna ensuite qu'il prévoyait d'envoyer d'autres enfants à l'académie, mais son choix n'était pas encore fixé. Il demanda alors à Vikir s'il avait quelqu'un en tête, et ce dernier répondit qu'il était plus proche des triplés, tout en pensant intérieurement qu'il aurait besoin de cibles d'entraînement. Hugo accepta la proposition de Vikir. Il enverra ces 3-là avec lui. Changeant de sujet, Hugo demanda à Vikir s'il se souvenait du plan qu'il avait conçu lorsqu'il avait 8 ans. Vikir comprit que Hugo faisait référence au plan élaboré lors de l'entraînement conjoint avec les Morgues. Le plan était de prêter les mines de rubis à la famille Morgue et de les utiliser pour se débarrasser des barbares. Avec un sourire, Hugo confirma que le plan avait fonctionné. Les Morgues avaient proposé une subjugation conjointe et avaient été très humbles à ce sujet. Hugo suggéra ensuite que Vikir fasse une inspection du territoire avant d'intégrer l'académie. Il devait bien vérifier si les lois qu'il avait modifiées étaient respectées. Ce serait sûrement une bonne expérience pour lui. Vikir s'inclina, il obéira à ses ordres. Peu après, Chihuahua accompagna Vikir aux portes de la ville. Alors que ce dernier s'apprêtait à partir, Chihuahua salua Vikir avec des larmes aux yeux, lui promettant de prendre soin de la ville en l'attendant. Alors que Vikir et ses escortes s'éloignaient de la ville, Vikir s'arrêta soudain et ordonna à quelqu'un de se révéler. Des dizaines d'hommes vêtus de noir apparurent derrière le groupe de Vikir, dont un qui émergea juste à côté de ce dernier. Vikir s'excusa de l'avoir fait attendre. L'homme retira sa capuche. C'était un membre de l'ordre des Pitbulls, l'ancien instructeur de Vikir, Starforthshire Baskerville. Il assura à Vikir qu'il l'accompagnerait en toute sécurité jusqu'à la forteresse juvénile des Morgues. Vikir demanda des nouvelles de son oncle, Boston Terrier, et apprit qu'il se portait bien, mais devenait de plus en plus insistant pour l'avoir dans l'ordre des Pitbulls. Cependant, Vikir se remémora l'incident de la vente aux enchères. À vrai dire, son oncle le mettait mal à l'aise. Après quelques heures de marche, Vikir et Starforthshire arrivèrent dans une région montagneuse, où ils virent des agriculteurs travaillant dans les champs. Vikir demanda si c'était la région qu'ils avaient prêtée aux Morgues. Il semblait que tout allait bien. Personne n'enfreignait de loi. Starforthshire répondit que bien qu'ils étaient censés être envoyés pour l'inspection du territoire, mais en réalité, leur objectif était autre que cela. Vikir l'interrompit. Il savait que leur véritable mission était de se débarrasser des barbares. Starforthshire informa Vikir que la famille Morgue avait formé un groupe composé de 3 délégués, 30 membres du conseil de la chambre basse et environ 100 mages qui n'étaient pas membres du conseil. Vikir nota que les Morgues semblaient prendre l'affaire au sérieux.
En revanche, les Baskerville n'avaient envoyé qu'une douzaine de chevaliers, et lui-même, tandis que les élites étaient en attente à l'autre côté de la chaîne de montagnes. Hugo avait également mentionné qu'il serait souhaitable de s'intéresser au mode de vie des barbares. En s'approchant de la forteresse, le groupe aperçut ce qui semblait être un sort de mage, épalant de nombreux squelettes. C'était probablement un message adressé aux barbares par les Morgs. Starfortyr était impressionné par la manière de faire des Morgs, tandis que Vikir se souvint de Camus Morg et l'avait dû grandir depuis leur dernière rencontre. À l'approche de la porte de la forteresse, 3 figures apparurent au-dessus, et une voix exigea de savoir qui ils étaient. Vikir et Starfortyr levèrent les yeux et virent 3 filles identiques, l'une d'elles déclarant que personne ne pouvait passer sans leur permission, tandis que les 2 autres répétaient ces mots en chœur. Vikir reconnut les 3 filles, nommées les 3 fleurs des Morgs, Isis, Middlesis et Losis. Leur réputation de détraqués était bien connue, et leur folie combinée était dite atteindre les cieux. Vikir se présenta. Il faisait partie des envoyés des Baskerville, venus inspecter le territoire et améliorer les relations amicales entre les 2 clans. Il exigea que les portes de la forteresse soient ouvertes pour eux. Cependant, Isis refusa, disant qu'elle devait d'abord en référer à la personne responsable, avant de pouvoir les laisser entrer. Ils obtiendraient une réponse le lendemain. Vikir était irrité. De quel droit l'empêchait-elle d'entrer dans son propre territoire? Mais les triplés se contentèrent d'un sourire moqueur. Ce territoire était loué au clan Morg, et la loi régissant ce contrat garantissait leur protection. Ne connaissait-il pas cette loi? C'était pourtant la loi de sa propre famille. Vikir commençait à ressentir un mal de tête, et ses mains commencèrent à briller d'une aura rouge. Il était de plus en plus agacé par ces gamines. Cependant, il parvint à contrôler sa colère. Il avait modifié la loi dont elle parlait, et désormais, il pouvait les chasser de son territoire, même en l'existence d'un contrat. Il réitéra sa demande d'ouvrir les portes une dernière fois. Une vague d'aura meurtrière émana de Vikir, dirigée directement vers les 3 fleurs des Morgs, les faisant trembler de frayeur. Parvenant enfin à surmonter sa peur, Losis conjura un sort. Elle avait entendu dire qu'un taré avait pris le contrôle de la ville d'Underdog, mais elles avaient déjà eu affaire à de tels individus et savaient comment les gérer. Le sort atterrit près de Vikir, faisant sursauter son cheval. Depuis le haut de la porte, Losis continuait à crier. Tant qu'elle ne les avait pas autorisés à le faire, il ne mettrait pas un pied sur les terres des Morgs. Entendant cela, Starfortyr commença à dégainer son épée et s'adressa à Vikir. Il ne pensait pas que la situation pouvait être résolue par des mots. Vikir acquiesça, indiquant qu'il était prêt pour le combat. Au même moment, 3 voix identiques retentirent à l'arrière du groupe de Vikir. Ces idiotes osaient dire de telles absurdités sans réaliser leur place. Les 3 sœurs étaient remontées. De simples subordonnés osaient les critiquer. Ils n'étaient pas de taille. Les 3 membres du groupe de Vikir s'avancèrent pour confronter les 3 fleurs des Morgs. Les 3 membres retirèrent leurs capuches pour révéler leur visage, et ils étaient en fait les triplés des Baskerville, Aibo, Middlebo et Lobo. Ils se tinrent avec confiance et pointèrent Vikir en déclarant à l'unisson. Elles avaient devant leurs yeux le symbole de Baskerville. Les triplés se tournèrent ensuite vers Vikir, lui disant de les laisser gérer la situation. En entendant leurs mots, Vikir était écœuré. Il était encore plus irrité qu'au début. Vikir ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur leurs intentions réelles. Leur comportement étrange le laissa perplexe. Aibo se retourna vers Vikir. Il les avait recommandés à l'académie. C'était désormais à eux de lui rendre l'appareil. Vikir y voyait plus clair. C'était donc pour ça. Cela dit, il ne les avait pas recommandés par bonté de son cœur. Il avait juste besoin de cibles pour l'entraînement. Vikir était conscient que dans le futur, les triplés deviendraient des guerriers meurtriers. Il manquait d'intelligence pour prendre des décisions indépendantes. Mais quand il s'agissait d'obéir aux ordres, ils étaient incomparables. Peut-être qu'avec de l'entraînement, ils pourraient lui être utiles. Vikir adopta alors un sourire radieux. Il leur faisait confiance pour gérer la situation. S'ensuivit alors une série d'insultes entre le trident de Baskerville et les fleurs du clan Morg. Ils se jetaient des injures et des gestes obscènes, d'un côté puis de l'autre, s'exclamant à l'unisson à chaque fois. Les fleurs du clan Morg finirent par perdre patience et se mirent à conjurer des sorts. Devant la scène, Vikir se remémorait ses souvenirs des triplés Morg avant sa régression. Elles étaient extrêmement puissantes, maîtrisant les attributs de l'eau, de la terre et de la nature. Leur combinaison de magie amplifiait considérablement l'effet de leur sort. C'est alors que les triplés du clan Morg combinèrent leurs pouvoirs magiques. Une énorme vigne, faite de terre et de plantes émergea, formant une barrière redoutable. Isis, perché au sommet du mur, provoqua les triplés des Baskerville. Comment allait-il surmonter cet obstacle désormais?
Aibo, avec un rictus moqueur, dégaina son épée. Que pensait-elle faire avec une simple plante? Et avec un geste maîtrisé, il exécuta la première technique des Baskerville, tranchant sans effort à travers les vignes massives. Starforthshire était impressionné par sa parfaite exécution de la technique. Cependant, avant qu'Aibo ne puisse se stabiliser, il sentit une attaque imminente et parvint à bloquer un coup de fouet des vignes avec son épée, bien que la force le repoussa en arrière. Les triplés du clan Mork les regardaient du haut de la muraille, d'un air moqueur. Les épées des chiots de Baskerville ne pouvaient pas les atteindre. Au milieu de la bataille, Starforthshire et Vikir tenaient une conversation intéressante, comme si de rien n'était. Lequel d'entre la magie ou l'épée était le plus fort? La magie utilise le mana environnant pour amplifier et reproduire les pouvoirs élémentaires, tandis que l'épée canalise l'énergie et le mana de l'utilisateur avec une force explosive. Starforthshire trouvait du plaisir à observer le potentiel des jeunes mages et épéistes qui façonneraient l'avenir. Vikir admit que sous cet angle, il faisait aussi partie d'eux. Mais pour Starforthshire, Vikir était certes très jeune, mais comparé à ses pairs, il avait une énorme longueur d'avance. Vikir était ennuyé par le combat en cours. Il avait une montagne de tâches importantes à accomplir, mais il était là, à perdre un temps précieux. Ce serait tellement mieux qu'ils crèvent tous, et rapidement. Soudain, quelqu'un arriva sur les lieux et commença à lancer un sort de feu. Sa voix emplie de colère demandait ce qu'il faisait sur son territoire. Aibo, cherchant une faille dans la défense de son adversaire, saisit l'opportunité d'attaquer Isis, croyant avoir l'avantage. Cependant, la situation changea rapidement lorsqu'ils remarquèrent une immense boule de feu s'approcher d'eux. Ils furent pris de court et une énorme explosion de feu engloutit la zone. Devant la scène, Starforthshire était alarmé, mais Vikir souriait, plein d'espoir. Était-il enfin mort? À la grande irritation de Vikir, il réalisa que les triplés Baskerville avaient survécu l'attaque. Il les regarda avec une expression déçue. Les triplés étaient en état de choc. D'où venait cette magie de feu? Derrière la fumée dissipée, les 3 fleurs du clan Mork étaient en larmes. Si elles avaient esquivé l'attaque, ne serait-ce que quelques instants plus tard, elles auraient sûrement perdu plus que quelques cheveux. Vikir leva les yeux vers la figure qui avait déclenché l'attaque. C'était Camus Mork, debout au sommet de la muraille, avec des flammes encore brûlantes dans ses mains. Camus Mork atterrit devant les 3 fleurs des Mork et ne comptait pas pardonner ceux qui causaient des problèmes sur son territoire. Isis tenta d'expliquer qu'elle voulait seulement arrêter l'envahisseur, tandis que Lossis ajouta que le combat avait été initié par l'autre partie. Camus les fixa d'un regard froid, les réprimandant pour leur façon informelle de l'adresser. Il était vice-chef de la forteresse. Isis, effrayé, nia tout manque de respect et se corrigea rapidement, s'adressant à Camus avec l'honorifique approprié. Camus pointa ensuite vers les piquets où pendaient des squelettes, avertissant les triplés de faire attention si elles voulaient éviter un sort similaire. Camus remarqua alors Vikir et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle s'approcha de lui, cela faisait longtemps depuis leur dernière rencontre. Cette année s'était écoulée depuis leur combat. Vikir sourit et salua Camus, l'adressant formellement. Il ne put s'empêcher de remarquer que Camus était de plus en plus ravissante. Dans sa vie précédente, Camus avait captivé le cœur de nombreux hommes de la haute société, donnant naissance à de nombreuses rumeurs. Cependant, Vikir trouvait étrange qu'il n'y ait pas de telles rumeurs dans cette vie. Il mit de côté ses pensées et demanda directement à Camus d'ouvrir la porte. Camus, surprise par son ton formel, semblait contrarié. Était-ce tout ce qu'il avait à dire après si longtemps? Vikir la regarda avec curiosité, se demandant ce qu'il aurait dû dire à la place. Camus, frustré, s'exclama que Vikir avait obtenu 0 point, l'accusant d'avoir une attitude inacceptable envers sa future épouse. Cela méritait un score de 0 sur 100. Tout le monde regardait Camus avec incrédulité. Camus détourna le regard, le visage rougissant. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à la liker et à la partager. À la prochaine!